We have before us the opportunity to forge a new world order. On ira ensemble vers ce nouvel ordre. Am Israël Chai. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète et qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Bonjour à toutes et à tous, Youssef Indy au micro, vous êtes sur ERFM pour la deuxième édition de notre émission Chronique de la paix universelle, une émission mensuelle qui traite non pas seulement de l'actualité mais des grands sujets comme nous allons le faire aujourd'hui. Avec moi comme chaque mois, le co-animateur de cette émission, Gerard O. Coleman. Bonjour. Bonjour Gerard. Aujourd'hui, pour les 100 ans de la révolution bolchevique, pour cette commémoration, un siècle, nous allons traiter plus généralement de la révolution mondiale et de la géopolitique. Habituellement, nous n'avons pas d'invités, mais exceptionnellement, nous recevons des guests, des guest stars. Et aujourd'hui, nous avons Pierre Hilard. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment allez-vous ? Toujours célibataire. D'accord. Le message est passé. Alors Pierre Hilard, on ne vous présente plus. Vous êtes... Si. Si, moi, je vous représente. Ok. Vous êtes docteur en sciences politiques. Oui, en effet. Oui. Mais je plaisantais quand j'ai dit ça. Et vous êtes l'auteur, bon on va aller vite parce que le programme est chargé, vous êtes l'auteur d'un atlas du mondialisme paru aux éditions Retour aux sources au mois de juin. Oui. Cet atlas monumental est en rupture de stock actuellement et il est en cours de réimpression. Oui, et il doit apparaître vers la mi-novembre, aux alentours du 15 novembre. Donc aux personnes qui sont désireuses de l'avoir, elles patientent, elles peuvent déjà l'acheter en précommande sur le site Le Retour aux sources. Très bien. Très bien. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de la révolution mondiale et de la géopolitique et révolution mondiale. Cette émission va se dérouler en 3 parties. La première partie portera sur les origines religieuses de la révolution mondiale. Les grandes lignes, on ne va pas rentrer dans les détails. En deuxième partie, nous traiterons de l'histoire de la révolution bolchevique et plus particulièrement de l'opposition entre trotskisme et stalinisme, puisque Gerard O. Coleman, je le dis, est un fin spécialiste du stalinisme, mais aussi du trotskisme, étant lui-même marxiste, léniniste et stalinien. Si je ne m'abuse, je ne trahis pas de secret, Gerard. Non, on dirait strictement marxiste-léniniste. D'accord, et stalinien. Parce que le stalinisme n'existe pas. Mais bon, on va y venir. Il y a des nuances dans la vie. Quand même. Et nous terminerons. La troisième partie portera sur l'actualité, à savoir où en est cette marche de la révolution mondiale, spécialité de Pierre Hilard. We have before us the opportunity to forge a new world order. On ira ensemble vers ce nouvel ordre. Am Israël Chai. Alors, on va commencer sans attendre avec les origines religieuses de la Révolution mondiale. C'est un sujet très compliqué, c'est un sujet qui m'est familier puisque ça fait partie de mes recherches, domaines de recherche, mais aussi Pierre Hilard, vous n'êtes pas étranger aux origines religieuses de la Révolution mondiale. Si je ne m'abuse, Pierre. Disons qu'en particulier, j'ai essayé effectivement dans le cadre du livre Atlas du mondialisme de voir la source. L'esprit de la révolution, c'est un esprit de révolte. Et révolution avec un R majuscule. Et lorsqu'on étudie une chose, il faut faire abstraction de ses convictions personnelles. Et plus exactement, quand je dis conviction, certes, on peut en avoir et on doit en avoir, mais je veux dire par là qu'il faut comprendre d'abord comment résonne l'ennemi, au même titre que quand vous êtes flic, faites une enquête, on doit comprendre le raisonnement du criminel, pourquoi il agit dans tel ou tel domaine. Bien.
Et en particulier lorsqu'on s'intéresse à tout ce qui est judaïsme talmudique, donc qui voit le jour aux alentours de l'an 100 après Jésus-Christ avec le rabbin Akiba, je dis bien aux alentours de l'an 100, et dont la mise en forme s'achève en gros, pour faire donner un chiffron, autour de 500 après Jésus-Christ. Il faut, et c'est l'élément que les auditeurs doivent comprendre, voir quel est le point clé, l'élément central de la révolte, de l'opposition du judaïsme, quel est l'élément qui structure ce nouveau judaïsme à partir de l'an 100. Et l'élément clé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est que le nouveau judaïsme qui se met en place, le judaïsme talmudique, il se met en place en opposition à un élément clé, qui est le principe de l'incarnation. C'est-à-dire que ce nouveau judaïsme s'oppose violemment au fait que le Christ se présente comme fils de Dieu incarné, avec des conséquences spirituelles et politiques. Après, on peut être d'accord ou pas avec ce genre de choses, mais il faut toujours rentrer dans la pensée de l'adversaire et comprendre qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas, quel est le cœur de la chose. Peu importe qu'on soit catho, athée, musulman, bouddhiste, et ça c'est l'élément clé. Et tout ce qui se construit à partir du principe de l'incarnation, dans le domaine spirituel et ensuite dans le domaine politique, la synagogue nouvelle l'aborde. Et donc c'est l'esprit de la révolution qui consiste à détruire ce principe de l'incarnation et des références qui vont avec. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Tout se construit là-dessus. Et c'est l'élément qui est difficile à comprendre, surtout pour des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Mais on peut, avoir ses convictions et penser différemment, mais il faut comprendre l'élément clé du judaïsme talmudique, c'est le refus acharné, violent du principe de l'incarnation. Tout découle de ça. Alors, pour aller dans votre sens, Pierre Hilard, effectivement, dans l'eschatologie juive, il y a de nombreux éléments centraux. Et effectivement, dans l'eschatologie juive, le Messie sera reconnu, notamment... c'est notamment le grand rabbin Moïse Nahmani au XIIIe siècle qui le dit. Le Ramban nous explique que le Messie sera reconnu comment il viendra à Rome et il soumettra le pape. Dans d'autres versions moins édulcorées que celle de Moïse Nahmani, on nous parle clairement de destruction de la romanité, de destruction de Rome. Parce que effectivement, comme l'a dit Pierre Hilard, ça remonte à l'avènement du Christ et plus particulièrement de l'adoption du christianisme par Rome. Et oui, Rome devient un ennemi à abattre, et cet ennemi à abattre colle parfaitement avec l'eschatologie juive qui, elle, se base en partie sur le livre de Daniel avec la fameuse grande statue. On connaît le songe avec les différents empires à détruire. Et pour avoir une idée du sujet qui nous intéresse, à savoir la révolution bolchevique, il faut essayer de se recentrer dans la pensée juive, l'eschatologie juive, et comprendre leur conception de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? En somme, le but, la fin de l'histoire se conclura avec la restauration de l'Éden paradisiaque. Dans la Genèse, lorsque vous lisez la Genèse, il n'est pas question d'un royaume des cieux, il est question d'un Éden paradisiaque sur terre. Bien terrestre, d'ailleurs, qui est situé géographiquement en Mésopotamie. Mais je n'aborderai pas je n'expliquerai pas pourquoi ça nous emmènerait trop loin. On ne voit pas pourquoi. On n'abordera pas cette question aujourd'hui. Ça peut être la vallée du Gange, Bangladesh. Le mot paradis, c'est perse, n'est-ce pas ? C'est Pardès. C'est Pardès. Ouais. Et le messianisme juif, tel qu'il va se développer, va intégrer un élément nouveau qui, lui, va se baser sur l'apocalyptique et notamment la Kabbale qui, elle, se centre en partie sur l'étude du livre d'Enoch, sur un monde utopique à venir. Et en réalité, on va voir déjà au Moyen-Âge une opposition à l'intérieur du monde juif entre ceux qui vont défendre l'idée d'une restauration de l'Éden paradisiaque, c'est l'école de Moïse Maïmonide, qui est un rationaliste, philosophe rationaliste et talmudiste, et qui va s'opposer, lui, de manière virulente, lui et ses disciples, à un autre courant extrêmement dangereux, qui est le courant apocalypticien, qui, lui, veut non pas seulement attendre les signes de la fin du monde, mais les provoquer. C'est pour ça que le Talmud, en amont,
interdit aux Juifs de retourner en Terre Sainte, mais aussi de tenter de provoquer l'arrivée du Messie. Et comment est-ce qu'on va provoquer cette fin des temps? En provoquant des catastrophes, puisque la fin des temps se caractérise par une révolution mondiale et des catastrophes en série. Cette opposition interne, on va la retrouver, elle va se manifester à nouveau. Là, je traverse les siècles parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Au 19e siècle, dans les différents mouvements socialistes, vous allez avoir à l'intérieur du mouvement socialiste des anarchistes type Bakounine, qui, alors je l'explique dans mon ouvrage La mystique de la laïcité, lorsqu'on fait une étude de texte de Bakounine et de Jacob Frank, c'est mot pour mot le même projet, c'est-à-dire l'anarchie par la destruction des lois. Et ce monde sans loi est ce monde nouveau utopique. Alors que dans des mouvements comme le marxisme à proprement parler, on va prôner la restauration d'un monde précapitaliste, comme le néolithique, qui s'apparente beaucoup à l'Éden paradisiaque. Et cette dialectique va être synthétisée avec la révolution bolchevique. Donc là, on y vient, avec la révolution bolchevique, qui, par les moyens de l'anarchisme, va établir un monde unifié, étatisé, selon Karl Marx. Parce que pour Karl Marx, l'anarchie, plutôt la guerre civile mondiale entre le prolétariat et la bourgeoisie, est un moyen d'établissement d'un monde nouveau, d'une dictature du prolétariat, alors que pour Bakounine, c'est une fin. Sans classe. Oui, bien sûr, sans classe, puisque dans l'Éden paradisiaque, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de guerre. Et pour Karl Marx, la fin de l'histoire se caractérise par cette paix universelle où il n'y a plus de conflit de classe. Nous avons la même structure religieuse du messianisme juif, seulement la terminologie change, mais la structure reste la même. On peut trouver quand même, dans l'histoire du Talmud, de la Kabbale, il y a une ligne directrice. Les événements au cours de l'histoire font que telle caractéristique va prendre de l'ampleur, mais dès le début, la naissance du Talmud et le développement de cette Kabbale, on retrouve cette idée déjà avec Shimon Bar Kokhba qui se présente comme le Messie, donc on est en l'an 130 et quelques, qui se présente comme le Messie qui veut mettre à la porte les Romains, avec l'appui du rabbin Akiba. Et puis cette idée de communisme, on peut déjà le retrouver dès le 2e ou 3e siècle avec ce qu'on appelle cette hérésie, enfin des sangs juifs, avec les carpocratiens. Carpocratien, c'est un monde sans classe, où les hommes et les femmes peuvent coucher ensemble. Enfin bref, c'est un monde où il n'y a plus de loi. Donc en fait, c'est ça qui est frappant, c'est quand on voit tout est déjà dans la genèse du Talmud dès le début. Mais simplement, ce sont les événements historiques qui font que telle caractéristique va prendre le pas sur une autre. Mais on a tout dès le début. Et ensuite, ça se développe plus ou moins vite. Alors, une précision pour aller aussi dans votre sens, Pierre. Cette idée que à la fin des temps, vous aimez bien quand on va dans votre sens. Hein. Non, pourquoi pas? J'aimerais apporter. Moi, je cède. J'aimerais apporter une précision qui est tout à fait utile, parce que dans la tradition juive, talmudique et ce qu'on appelle la halacha, c'est-à-dire la loi orale, nous avons l'idée très prégnante qu'à l'arrivée du Messie, toutes les lois seront abolies. Puisque, comme je l'ai dit, dans un monde messianique paradisiaque, les lois n'ont plus leur utilité. Parce que, quelle est la loi de l'utilité? Elle fixe des bornes à l'humanité pour empêcher l'anarchie. Or, selon la halacha, l'avènement du Messie coïncide avec l'abolition de la loi. C'est pour ça que plus tard, les kabbalistes vont nous parler d'une nouvelle Torah. Parce que la première Torah, la Torah Beria, et au temps messianique, le Messie doit venir avec cette nouvelle Torah qui est la Torah de l'émanation, la Torah Hatzilut. Et lorsque au XVIIe siècle, Sabbatai Tzvi va apparaître, il se présentera comme le Messie, porteur de cette nouvelle Torah. Et selon lui, cette Torah est justement antinomique. Elle consiste à violer systématiquement toutes les lois. Et vous parliez d'une hérésie chrétienne, il y en a une autre qui probablement a influencé Karl Marx, c'est celle de la Renaissance, des évangélistes, les anabaptistes,
qui défendait l'abolition de la propriété privée et un monde parfaitement communiste. D'ailleurs, Georg Lukács, au début du XXe siècle, va leur rendre hommage. Il rendra hommage aux anabaptistes en louant leur volonté de faire apparaître ici et maintenant le royaume de Dieu sur terre. On retrouve toujours c'est toujours la même histoire. En fait, les noms changent, le papier d'emballage change, mais c'est toujours les mêmes principes au cours des siècles, à quelques nuances près. We have before us the opportunity to forge a new world order. On ira ensemble vers ce nouvel ordre. Am Israël Chai. Alors maintenant, on va aborder la deuxième partie, le deuxième sujet de notre thème, qui est l'histoire réelle, véritable, de la révolution bolchevique. Alors, comme introduction, je citerai donc de mémoire ce que nous explique Alexandre Solzhenitsyn, qui va quand même à contre-courant de l'histoire officielle, notamment concernant l'implication des Juifs dans la révolution bolchevique, parce qu'on nous dit très souvent, quand on parle avec certains marxistes, que les Juifs se sont engagés dans la Révolution à partir des années 1870-1880. On nous parle surtout des années 1880, nous expliquant que cela fait suite au pogrom anti-juif et que ce sont des pauvres Juifs qui ont combattu le tsarisme en vue d'instaurer un monde plus égalitaire, puisque eux-mêmes seraient issus des classes les plus pauvres. Alors que dès 1860-1870, nous avons des Juifs qui sont engagés dans la Révolution, et ils sont tous, premièrement, issus de familles riches, deuxièmement, très souvent issus de familles de rabbins talmudistes, dont les parents ou même les oncles sont des rabbins talmudistes. Et très souvent germanophones. Ce qui fait qu'ils étaient imprégnés de lectures de Marx et de Engels. Les élites juives russes étaient, pour la plupart, germanophones. Ça, il faut le savoir. On comprend beaucoup mieux l'influence du communisme, Marx, dans la pensée juive russe. D'ailleurs, les jeunes révolutionnaires de l'époque de Staline, lorsqu'il était jeune, leur grand dada, c'était d'apprendre par cœur le Capital, Das Kapital dans le texte, en allemand, comme on apprenait la Bible par cœur dans les yeshivot. Et maintenant, le Coran. Ou le Coran, bien sûr. Maintenant, ce qu'on va aborder avec particulièrement Gerold Aukelman, c'est après la révolution bolchevique, après l'instauration du régime, cette opposition entre stalinisme, vous me reprendrez sur le terme, et trotskisme. Opposition entre internationalisme et nationalisme. Donc au fond, et là c'est une question qui est tout à fait contemporaine. Est-ce que l'opposition entre Staline et Trotsky symbolise l'opposition ontologique entre ce que j'appellerais, n'ayons pas peur des mots, internationalisme judéo-bolchevique et nationalisme goy? Oui et non. Je pense que ce n'est pas un conflit entre le nationalisme et l'internationalisme. C'est un conflit plutôt entre la conception de la révolution internationale de Trotsky et les conceptions de la révolution internationale de Staline. Mais ce qu'on appelle le stalinisme, c'est une conception beaucoup plus dialectique et fine que Trotsky. Il faut savoir que je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur les germanophones, l'importance des germanophones juifs, surtout en Russie. Trotsky était germanophone, et francophone aussi. Mais Trotsky a mené un grand combat pendant plus de 10 ans contre Lénine. Parce qu'on associe toujours le deux, on dit Trotsky, Lénine, etc. Mais ils étaient des ennemis politiques. Trotsky était un menchevique, c'était pas un bolchevique. Donc c'est la première chose. Et c'est très important parce que l'idée de la révolution permanente, c'était la théorie de Trotsky, c'était Parvus, le social-démocrate allemand, qui avait développé cette théorie. Après l'échec de la révolution allemande,
et les conquêtes de l'impérialisme allemand contre l'Union soviétique, qui était causée par Trotsky, parce que c'était Trotsky qui était allé à Brest-Litovsk pour négocier avec les Allemands, qui a dit ni les guerres ni la paix. C'était le slogan de Trotsky. Et qu'est-ce qui se passait? Les Allemands ont dit d'accord, bon, on va faire la guerre alors. Et les bolcheviks ont perdu beaucoup de territoire. Et ça, c'était typique de la politique de Trotsky, c'est-à-dire des grands slogans qui ne veulent rien dire et qui vont servir à l'agenda de l'ennemi. Ce qu'il a toujours dit Lénine d'ailleurs. Il a dit l'essentiel du trotskisme, ce sont des grandes phrases, des belles phrases de gauche pour une politique de droite. Donc, Trotsky a été considéré par le parti bolchevique comme de l'extrême droite. Ce qui est très, très important de comprendre, c'est que après l'échec des autres révolutions, c'était tout à fait clair qu'on n'allait pas voir une révolution mondiale. Tout d'un coup, tout le monde se révolte, etc. Le parti de Lénine était un parti contre la Première Guerre mondiale. On sait que la Première Guerre mondiale, c'était les Anglais qui étaient responsables, parce que c'était un empire endetté, et ils voulaient empêcher l'alliance entre la grande route ferroviaire entre Bagdad et Berlin. Et ils ont provoqué la guerre. C'est les Anglais et les Américains, bien sûr. Lénine, le mouvement qu'il a dirigé, c'était un mouvement de la paix. Il a dit plutôt qu'aller tuer un Allemand, vaut mieux tuer les gens qui nous forcent de faire la guerre. Donc le slogan de Lénine était tout le pouvoir soviétique. Le soviet aussi, c'était quelque chose de tout à fait russe. Le conseil du village, c'était quelque chose de très organique, on dirait. Donc c'était un mouvement de la paix. Le premier problème, c'était bien sûr l'échec de la révolution en Allemagne et puis l'intervention de l'Entente. Parce qu'on a eu une intervention de 14 pays. Donc tout de suite, quand ils ont pris le pouvoir, ils étaient submergés dans une guerre civile où on avait des contre-révolutionnaires, des gens comme Denikin, Krasov et bien d'autres, qui étaient pilotés par Churchill. C'était Churchill qui dirigeait la contre-révolution. Donc là, ça a causé beaucoup de morts. Il y a beaucoup de massacres. On oublie qu'il y avait deux terreurs. Il y avait ce qu'on appelle le terreur rouge, mais avant, il y avait le terreur blanc. Et pendant le terreur blanc, il y avait des villages entiers qui étaient massacrés par les blancs. Et c'était dirigé par Churchill. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre, que la situation était extrêmement difficile par rapport à la construction du socialisme après la prise de pouvoir par les bolcheviks. Et puis, après la guerre civile, ou les guerres impérialistes, parce que c'était 14 pays, 14 armées. Après cette guerre, les gens s'affamaient, l'économie était absolument ruinée. C'était où Lénine a dit qu'il fallait faire un recul, etc. On avait les nouvelles économiques, le NEP. Et puis ils ont constaté que là, il n'y a pas de révolution mondiale. Mais on a le choix, soit on annonce, on dit, on ne sait pas, on fait une démocratie bourgeoise, ou on essaie de construire le socialisme quand même. Donc Staline avait justifié que même dans les écrits de Lénine, il avait dit que c'était tout à fait possible de commencer la construction du socialisme dans un seul pays. Et puis, si ça marche, et ça va marcher, selon eux, bien évidemment les autres vont suivre. Et c'est ce que nous avons vu, parce qu'après on a eu la Chine, partout en Asie, on a eu la guerre froide, mais tout le monde regardait le succès des planifications en Union soviétique, et bien évidemment, ça marchait très très bien. Le problème pour les capitalistes au XXe siècle, ce n'était pas que le socialisme ne marchait pas, c'était que ça marchait mieux, parce que quand on travaille ensemble, on travaille mieux que tout le monde contre tout le monde. Et donc, la différence entre Staline et Trotsky, c'était que Trotsky n'avait pas cette théorie. Il avait cette théorie de faire la guerre partout. Il voulait aller envahir l'Europe. C'était on va faire la guerre. Il n'a jamais vraiment compris les dialectiques. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et autre chose, quand on parle de surreprésentants juifs en Union soviétique, c'était
évidemment le cas, ce n'est pas nié. On oublie aussi le fait que pendant les années 30, Trotsky a dirigé une contre-révolution contre le gouvernement soviétique. Le tribunal de Moscou, on n'en parle jamais, mais si vous lisez le texte du tribunal de Moscou, il est tout à fait clair que Trotsky était responsable d'une campagne terroriste contre le gouvernement soviétique. Et ça a toujours été nié après la mort de Staline. On a dit que les tribunaux de Moscou, c'était un complot de Staline. C'est Staline qui avait écrit tous les textes, tout ça. Donc on n'a jamais vu. Il aurait dû être un Shakespeare soviétique pour avoir pu faire ça, parce que les gens qui étaient, Trotsky n'était pas là, il était déjà hors du pays. Mais les gens qui étaient arrêtés par le gouvernement soviétique à l'époque, ils ont tous expliqué. Et si vous lisez les textes des tribunaux de Moscou, sont fascinants. Ils ont expliqué comment ils ont collaboré avec l'Allemagne pour faire un coup d'État contre le gouvernement soviétique, pour diviser le pays entre l'Allemagne et les Allemands et les Japonais. Et à l'époque, pour faire la propagande, Goebbels a parlé dans ses mémoires de la propagande trotskiste. On disait les ouvriers vont prendre le pouvoir, la bureaucratie stalinienne va tomber et tout ça. Tout ce que on a entendu pendant les guerres froides des partis de gauche, des partis trotskistes. Donc, cette histoire est importante parce que après, tu as parlé d'un coup d'État, tentative de coup d'État dans les années 30. Mais c'était la raison oui. pour les tribunaux de Moscou. Mais est-ce qu'on peut parler déjà d'un coup d'État en 1917, puisque non seulement Lénine avait été soutenu par l'Allemagne, mais Trotsky tout particulièrement, comme l'a révélé Anthony Sutton, était à New York, est rentré en Russie parce que le président américain Woodrow Wilson lui a donné un passeport. Il était entouré de gens, de représentants de Wall Street, du gouvernement américain. Donc on peut dire que la première révolution était une révolution bolchevique ou judéo-bolchevique ou trotsko-judéo-bolchevique financée par Wall Street, avec la prise en main par la suite de Staline pour recentrer l'Union soviétique sur la Russie, donc une révolution nationalisée, a entraîné une deuxième guerre contre la Russie, une Russie avec un nouveau tsar, mais un tsar rouge. Oui et non, parce que Staline n'avait pas le pouvoir de tsar. Il n'avait pas de pouvoir exécutif comme le tsar. Il était très très limité dans ses pouvoirs personnels. C'est un autre mythe à dire que Staline était dictateur. Staline dictait absolument rien. Il était membre du comité central, il était secrétaire général et puis premier secrétaire. Mais ses pouvoirs étaient beaucoup plus limités que Mussolini ou Hitler, qui avaient beaucoup plus de pouvoir d'ailleurs. La raison pour laquelle l'Union soviétique a gagné les guerres, c'est parce que Staline écoutait les généraux qui savaient beaucoup mieux que lui comment faire les guerres, alors que Hitler dictait tout le temps, il voulait tout dicter. Donc Staline était aussi quelqu'un beaucoup plus intelligent que Trotsky. C'était un grand intellectuel qui maîtrisait beaucoup plus que la politique et la philosophie. Et un homme de terrain qui a eu un passé très mouvementé. Selon Montefiore, qui est aussi un sioniste d'ailleurs. Et Montefiore a écrit 2 grandes biographies, mais il y a beaucoup de mensonges. Il a reproduit tous les mensonges de la guerre froide qui étaient, d'ailleurs, pour en finir, qui étaient popularisés par l'historien anglais Robert Conquest. Et pendant la guerre froide, Robert Conquest travaillait pour le Information Bureau des services secrets anglais. Et son travail était de diffuser des histoires sur l'Union soviétique pour faire la guerre d'information, c'est-à-dire tout ce qu'on entend, des rumeurs, comme aujourd'hui, hein, on peut dire n'importe quoi sur Poutine, on va le lire dans la presse. C'est exactement le travail de propagande qu'il faisait. L'histoire anti-stalinienne du XXe siècle principale vient de lui. L'autre source, c'est Trotsky, et bien sûr Khrouchtchev, parce que quand Khrouchtchev a pris le pouvoir, il a commencé par ces fameux discours de 1956, il y a 60 mensonges dans ce discours. C'est le discours le plus mensonger de l'histoire, et il faut le savoir, parce que tous les crimes, parce qu'il y avait eu beaucoup de crimes, mais tous les crimes qui ont été commis ont été commis par des gens comme Khrouchtchev. Khrouchtchev était un énorme escroc.
Et quand il a pris le pouvoir en 1956, il a complètement détruit l'économie socialiste, planification centrale, tout ce qui avait été construit pendant la période de Staline, petit à petit, était démantelé. Donc, ce qui s'effondrait à la fin en Union soviétique n'était pas le socialisme, c'était le capitalisme monopole de l'État. Et c'était pourri dans tous les sens. Ça ressemble beaucoup plus à l'Union européenne d'aujourd'hui que l'Union soviétique de Staline. Je sais que pendant cette période, il y a eu beaucoup de problèmes, bien sûr, et beaucoup de crimes. Mais je cite un autre exemple. Yeshov, qui était le chef de sécurité pendant la période de Staline. Non, assoiffé de sang. Il était précédé de Yagoda. Yagoda on l'a trouvé, donc il a été exécuté pour ses crimes. Et puis Yeshov, il a fait énorme, on appelle le terreur Yezhovchina. Mais tu es en train de nous dire que les crimes commis par Yagoda sous Staline, disculpe Staline en tant que dictateur et massacre. Mais le terreur était très très compliqué. Si vous lisez le livre de Grover Furr, j'ai apporté là The Truth About the Mass Repressions, la vérité sur les répressions de masse pendant le Grand Terreur de l'Union soviétique. C'était pas si simple qu'on pense. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on savait qu'il y avait une énorme infiltration allemande et japonaise, surtout allemande. Les Gestapo, ils étaient très très malins, ils étaient très très intelligents, ils savaient comment infiltrer des pays, etc. Et on a arrêté beaucoup de ces gens pendant les tribunaux de Moscou. Mais Yeshov son travail était de chercher les contre-révolutionnaires. Mais lui-même travaillait pour le Gestapo. Et ce qu'il faisait, il tuait des communistes de bonne foi, des communistes qui ne conspiraient pas, pour tourner les gens contre le gouvernement. C'est une méthode utilisée partout aujourd'hui, dans les coups d'État, les révolutions colorées, des gens qui vont tuer des innocents et blâmer le gouvernement. C'est très important de comprendre que Yeshov était aussi jugé pour ses crimes contre l'humanité et exécuté. Je ne dis pas que Staline n'a pas fait des erreurs, les crimes, etc. On va voir, mais il faut être objectif dans l'analyse de l'histoire. Il faut savoir qui était qui et qui a fait quoi. Moi, je viens d'une génération de jeunes communistes qui veulent savoir la vérité. Donc, pour nous, la vérité sur le socialisme réel est très très important si nous voulons faire des progrès dans ce siècle. Pierre est là. Une remarque et une question en même temps. Le rôle de Kaganovitch. Est-ce que Staline est au courant, appuyait Kaganovitch ou bien pas du tout? Comment Je rappelle Kaganovitch qui a joué un rôle dans la famine en Ukraine. Non, mais ces famines n'est pas. Il y a eu une famine partout en Union soviétique dans cette période. Donc il n'y a pas eu une famine planifiée en Ukraine, pas du tout. Si vous lisez le livre de Douglas Tuttle, qui a été écrit en 1984, je pense, From Harvard, Hitler to Harvard. Ça a expliqué comment ce mythe a été créé par les Allemands pour justifier l'invasion de l'Union soviétique à l'époque. Il y avait un énorme problème de famine partout en Union soviétique en cette période. Et on n'a jamais trouvé la preuve de ça. Ça a été créé, d'ailleurs, par les mêmes gens qui ont fait le coup d'État en Ukraine en 2014. Des gens qui travaillaient avec le CIA pendant la guerre froide. Et l'idée de Holodomor. D'ailleurs, l'Union européenne, c'est l'histoire officielle de l'Union européenne aujourd'hui. Donc, quand on dit que l'Union européenne est communiste, etc., ce n'est pas dans le sens du marxisme-léninisme, ce n'est pas communiste dans ce sens-là. C'est pourquoi c'est interdit d'utiliser les drapeaux du communisme, etc., en Europe de l'Est. Mais cette famine, il n'y a pas eu une famine planifiée. Il n'y a pas eu. Si vous lisez le livre de Tauger, il y a plusieurs livres qui montrent que ça c'est un grand mensonge. Pour faire le lien avec cette histoire-là de la révolution bolchevique et de l'Union européenne,
et aussi avec les révolutions colorées, il est intéressant, lorsqu'on remonte déjà à la première tentative de révolution en 1905 en Russie, on voit déjà la collusion, les débuts de collusion entre le système bancaire financier et les révolutionnaires. En 1905, lorsque la première tentative de révolution commence, d'ailleurs le jeune Staline était déjà impliqué, la Shanghai Bank, dirigé par un monsieur Cameron, ancêtre de l'ex-premier ministre britannique, donc qui était à la tête de cette banque, a joué les intermédiaires entre le Japon et la famille Rothschild pour que cette dernière, la famille Rothschild, finance le Japon contre la Russie. Donc il y avait déjà une tentative d'affaiblissement de la Russie tsariste et qui coïncidait dans le temps avec la première tentative de révolution. Et on a, en 1917, rebelote Wall Street, des banquiers derrière certains révolutionnaires, dont Trotsky. Et pour faire le lien avec l'Union européenne, on a en fait, avec l'Union européenne, cette fin de dialectique, cette fusion entre la thèse et l'antithèse, le système capitaliste et les mouvements révolutionnaires, qu'ils soient révolutionnaires sincères ou qu'ils soient dans un schéma de duplicité comme Trotsky. Et effectivement, lorsqu'on voit l'Union européenne, dont Pierre Hillard est un spécialiste, on voit la fusion entre l'étatisme fédérateur et le capitalisme financier, puisque la Commission européenne est dirigée par des individus non élus, et les lobbies financiers et autres se baladent comme à la maison au Parlement et à la Commission européenne. Donc on a un État centralisateur qui est piloté en sous-main par des forces financières. L'Union soviétique sous Staline, c'était une démocratie prolétarienne, c'est-à-dire que la propriété était dans la main des travailleurs. Ce n'était plus le cas pendant la période de Khrouchtchev et Brejnev. Donc on sort du schéma avec Staline. Oui. Et après Staline, on revient dans le schéma bolchevique. Non, mais vous dites bolchevique, parce que bolchevique ne veut rien dire, c'est un mot russe pour majorité. Bon, bolchevique, ça veut dire quoi? Bolchevique, c'était quand la majorité est tout pouvoir. Mais c'est, pour moi, la période stalinienne, c'est la période révolutionnaire, démocratique et prolétarienne. Mais après, on peut parler de peut-être un système autoritaire qui ressemble à l'Union européenne, parce que c'était une caste qui gouvernait en Union soviétique pendant la période de Brejnev. C'était des gens extrêmement corrompus. Et un directeur d'entreprise dans l'entreprise en Union soviétique pendant la période de Brejnev gagnait même plus que certains directeurs des entreprises en France, parce que ils profitaient ils avaient un énorme profit. C'était pas le cas d'ailleurs en Albanie socialiste. Parce que là, ils suivaient le socialisme scientifique, planification centrale, dictature prolétariat véritable. Et là, on a vu une augmentation du niveau de vie tout le temps, parce qu'ils ont suivi les plans concurrents. C'est très important quand même de savoir tout ça, parce que quand on dit communiste, tout le monde dit, bon, on ne sait pas ce qu'il c'est aujourd'hui. Et d'avoir aussi une connaissance détaillée de ce qui s'est passé. Parce que, juste par rapport à ce que vous avez dit sur Trotsky, son oncle, il avait un oncle au Japon, Jivetovsky, je pense. Et je pense que ce lien qu'il avait avec les Allemands et les Japonais entrer dans ce que vous avez dit sur ce schéma-là aussi, de renforcer les Japonais et les Allemands. Donc il y a eu une manipulation, bien sûr, de tous les côtés. Pierre Hillard. Une petite information. Lorsqu'il y a eu la guerre russo-japonaise 1904-1905, vous avez eu le fameux banquier juif allemand Jacob Schiff qui a financé et accordé un prêt de 200 millions de dollars au gouvernement japonais dans sa lutte, dans sa guerre contre les Russes. Il était appuyé aussi par Ernest Cassel, qui était un banquier juif allemand naturalisé britannique au service d'Édouard VII. Et j'ai lu ça récemment, lorsque il y a eu cette victoire japonaise sur les Russes en 1905, Jacob Schiff a eu l'immense privilège de partager le repas avec l'empereur du Japon, pendant que Ernest Cassel, lui, était décoré de l'ordre du Soleil levant.
Donc on voit les connexions profondes de la finance avec le gouvernement japonais face aux Russes. Ce qui est intéressant sur la période de Staline aussi, c'est que Staline parlait notamment des connexions que certains communistes avaient avec Wall Street. Il avait dit qu'il y avait des liens sombres que quelques communistes avaient avec des banquiers, etc., qu'il fallait investiguer. Et aussi, il a envoyé des chercheurs à Prague pour faire l'enquête sur le Rothschild, pour le pouvoir de Rothschild. C'était selon l'historien Forsov qui a dit ça récemment, qui est un grand spécialiste russe. Est-ce que tu sais à quelle période il a fait mener cette enquête? Je ne suis pas sûr, c'est Forsov, l'historien russe, qui l'a dit, donc ça ce sont mes sources. Mais je veux juste revenir aux sources, parce que là, quand on parle de l'Union soviétique, c'est très difficile, bien évidemment, de rechercher l'Union soviétique, parce qu'on a plusieurs obstacles. On a les révisionnistes, c'est-à-dire tous les partis communistes qui existent, PCF, etc., qui ont suivi la ligne de Khrouchtchev et Brejnev, etc., qui occulte l'histoire. On ne peut pas lire l'histoire de l'Union soviétique dans les archives de PCF parce qu'ils occultent toute cette période, la période de Staline. C'était interdit de parler de Staline. Pendant la déstalinisation, c'était interdit de parler de Staline en Union soviétique. C'est très important parce que ce sont les partis aujourd'hui qui sont l'avant-garde de la réaction. C'est-à-dire, c'est la gauche aujourd'hui qui est l'avant-garde de l'impérialisme. Ce que tu nous dis signifie que sous Staline, il y avait une guerre interne entre Staline et les siens, on va dire les staliniens, et ces internationalistes de type trotskiste implantés au cœur du pouvoir ou à sa périphérie, qui étaient financés, qui avaient des liens avec les capitalistes. Oui. Est-ce que ça aurait un lien, donc là, ça m'amène à la question suivante, avec la mort plutôt étrange de Staline? Ouais, c'est tout à fait clair que Staline a été tué. Qui l'a tué, on ne sait pas. Tué formel. Moi, je pense que Staline a été tué. En tout cas, de plus qu'on lit, de plus qu'on voit que les Khrouchtchev et les cliques de Khrouchtchev étaient impliqués. On ne sait pas si Khrouchtchev lui-même, mais un autre communiste qu'on a vraiment diabolisé, c'est Lavrentiy Beria. Mais Beria, c'est le communiste qui a mis fin aux terreurs. Il a lâché des gens des prisons, c'est lui qui avait des propos pour l'Allemagne après des guerres qui étaient tout à fait démocratiques. Beria était aussi quelqu'un d'une énorme intelligence. Après, il a été tué par Khrouchtchev, par les Khrouchtchevites. On ne sait pas exactement qui était derrière parce que je pense que les Khrouchtchevites tuaient beaucoup de gens tout de suite après la mort de Staline. Mais la déstalinisation, c'était une guerre contre le socialisme, pas seulement l'Union soviétique, mais partout. Tito, par exemple, avait des liens forts avec les Britanniques. Donc, Tito, après la Deuxième Guerre mondiale, il a été critiqué par le Comintern parce que l'économie yougoslave avait des propos nationalistes, mais nationalistes dans le sens où on va créer une fédération de Yougoslavie comme puissance régionale. Churchill a dit à Tito, vous pouvez faire ça, parce que ça va diviser le bloc. Pour nous, on va, donc ni pour les soviétiques, ni pour les occidentaux, mais plutôt pour les occidentaux, s'arranger aux Américains, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle le Comintern a critiqué la Yougoslavie, et on a eu cette scission entre Tito et Staline. C'était pas parce que l'Union soviétique voulait contrôler la Yougoslavie, parce que c'était pas dans leur philosophie. Si vous lisez les écrits de Hodja, il décrit comment ça fonctionnait. Le stalinisme, c'était la construction d'une industrie lourde comme le moyen de production. C'est ça la première chose. Si on ne fait ça, on ne peut pas créer une société socialiste. Il faut créer les moyens de production eux-mêmes, les grandes industries, etc. Et quand les staliniens, ou pendant l'époque de Staline, quand ils traitaient avec les Albanais, ils leur encourageaient de créer leur propre industrie lourde. C'est-à-dire, vous créez votre propre industrie lourde et puis vous pouvez créer des tracteurs, des machines, etc. Vous pouvez être autonome et puis avoir des relations fraternelles avec les autres économies socialistes. Alors que les Khrouchtchevites, quand ils sont arrivés, ils ont dit non, on va vous donner des crédits. Et puis on vous encourage de faire ça. Ne vous inquiétez pas de construire des choses, on va vous vendre des choses. N'est-ce pas? Et pendant la période de Khrouchtchev, ils vendaient des choses partout, y compris
aux anticommunistes, parce que en Indonésie, en 1965, on a eu le grand génocide des communistes par le régime en place, soutenu par le CIA. Les soviétiques vendaient des armes à ces régimes de l'extrême droite. Donc, tout ça a été occulté par le communisme officiel, les révisionnistes. We have before us the opportunity to forge a new world order. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Am Israël Chai. Nous attaquons maintenant la troisième et dernière partie, qui est une question fondamentale que je vais poser directement à Pierre Hilard. Je vous balance la patate chaude, Pierre. Merci, Youssef. Où en est aujourd'hui cette révolution mondiale dont nous avons parlé dans sa marche? Petit clin d'œil à votre livre. Elle court, elle galope. Oui. Cette révolution. Encore. Disons que là, on est arrivé un peu à la, si je puis dire, à la croisée des chemins, dans ce sens que il y a à la fois, il se rapproche du but, c'est-à-dire une gouvernance mondiale, mais je dis toujours que l'enfer est divisé contre lui-même, dans ce sens que vous avez des différentes oligarchies nord-américaines, enfin anglo-saxonnes, russes, chinoises, et bien d'autres, allemandes, turques, etc. Et la finalité, c'est une hiérarchisation et d'abord une répartition des intérêts de chacun et une hiérarchisation. Il y a des pays, il y a des oligarchies, pour certains groupes, ils auront plus de pouvoir, plus d'intérêts que d'autres. Et donc, c'est un partage, et c'est là où ça coince. Et il y a dans le mondialisme, et je le répète souvent, deux types de mondialisme, le mondialisme unilatéraliste et le mondialisme planétarien. Le mondialisme planétarien, c'est le mondialisme qui consiste à aboutir à une répartition relativement équitable des intérêts de chacun. Et ce mondialisme a été présenté de la manière la plus claire possible par Poutine dans son discours de Valdai de 2014, que j'ai quasiment, en tout cas en grande partie, présenté dans mon livre Atlas du mondialisme, où il dit qu'il faut un nouvel ordre mondial, en texte, politique, économique et juridique, qu'il faut une ONU modernisée, il faut surtout pas la supprimer, et avec une répartition des intérêts de chacun, avec des unions régionales. C'est vraiment, tout est dit. Mais, ajoute-t-il, nous n'arrivons pas à nous entendre, nous sommes en 2014, donc, avec les anglo-saxons. Et les anglo-saxons, jusqu'à Obama, c'est le mondialisme unilatéraliste, c'est-à-dire en fait, la volonté d'avoir tout et les miettes pour les autres. Mais quand on va un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a derrière ces mouvements, ces groupes, des rivalités entre factions juives, entre le mondialisme unilatéraliste à la Rothschild, avec une vision messianique en bout de course, et une autre branche d'une autre faction juive qui est autour de Poutine, ce sont les Lubavitch avec Ber el-Lazar, et il y a des rivalités internes, et par exemple, lorsqu'on voit le cas de l'Ukraine et de la Crimée, on voit certes tout ce qui est gazoduc, oléoduc, passage avec Gazprom, pareil pour la mer Noire avec la Crimée, tout à fait juste, et puis les liens avec la Turquie, tout l'aspect stratégique, les Dardanelles, enfin, c'est qu'il faut voir, mais il faut toujours rajouter à cela le fait que la partie Est, en gros à partir de Kiev jusqu'à l'Est de l'Ukraine, et Crimée comprise, c'est l'ancien territoire khazar. Et que pour certaines factions juives, ce territoire est une sorte de seconde Judée. Et dans mon livre Atlas du mondialisme, j'ai repris des extraits de journaux israéliens, style Jérusalem Post, etc., qui le disent en toutes lettres, mais et donc il y a chez certaines factions juives des rivalités entre ceux qui veulent mettre plutôt le paquet pour le grand Israël des rives du Nil jusqu'à l'Euphrate, et d'autres qui estiment plutôt que l'Est de l'Ukraine serait une sorte de seconde Judée à privilégier. Donc il faut voir donc les aspects énergétiques, politiques, stratégiques, mais spirituels, et Poutine et la branche Lubavitch qui est derrière lui, eh bien, ils se disputaient. D'ailleurs, c'est très intéressant, je ne sais plus dans quel journal israélien, il était dit en 2012, 2013, 2014, dans ces eaux-là, pourquoi les Juifs d'Ukraine sont en guerre contre les Juifs russes. Très intéressant de voir ces bagarres entre groupes. C'est ça le truc. Et donc,
ce sont des factions, ils se tapent entre elles, et ils n'arrivent pas à s'entendre. C'est ce que j'appelle l'enfer divisé contre lui-même, parce que l'enfer, quand on l'étudie entre guillemets, il est composé d'anges déchus, mais il y a une hiérarchie, au même titre qu'il y a une hiérarchie angélique, il y a une hiérarchie satanique, et ils se tapent. Ils sont tous voués au mal, avec plus ou moins de puissance et d'habileté. Il y a une hiérarchie, ils se tapent entre eux, et c'est une haine et une rivalité. C'est pareil. C'est une rivalité interne entre groupes avec des intérêts politiques, économiques et spirituels et des variations. Alors, Pierre, vous avez abordé plusieurs sujets. En vrac, mais quand même assez bien ordonnés. Pour ce qui est de Vladimir Poutine et des Juifs en Russie, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que Vladimir Poutine, une fois arrivé au pouvoir, a évincé les Juifs libéraux au profit des Juifs Lubavitch. Pourquoi ? Parce que un certain nombre de Juifs libéraux s'étaient enrichis c'était Londres. sur la bête, si je puis dire, sur l'ours, dans les années 90, après la chute du mur. Berezovsky. Et d'ailleurs, il en a envoyé un en Sibérie, et il en a mis au pas d'autres, mais il en a eu, d'ailleurs, d'après ses propres propos, Vladimir Poutine a dit j'ai été surpris de voir comment certains oligarques se sont mis au service de la Russie. En fait, il leur a tordu le bras et les a forcés à investir en Russie pour développer le pays. Sinon, ils étaient... Bref, on ne sait pas. Peut-être qu'ils auraient été expropriés, ou alors ils auraient eu, comme certains, des procès. Alors ça, c'est important de le souligner, parce que l'on voit, vu de l'extérieur, qu'on ne peut pas, visiblement, notamment en Russie, s'appuyer sur un pouvoir qui ne soit pas juif. C'est-à-dire que on ne peut pas, en tout cas Poutine, visiblement, ne pouvait pas évincer tous les juifs. Il se sentait contraint, visiblement, de s'appuyer sur une branche contre une autre. Ça, c'est sûr. Ouais. Et c'est là qu'on pourrait vous opposer des arguments, Pierre, lorsque vous dites, par exemple, que Vladimir Poutine fait partie du nouvel ordre mondial. On se dit, mais mettons-nous à la place de quelqu'un comme Poutine, qui pas à pas arrive au pouvoir et se trouve dans une situation qu'il ne peut pas bouleverser du jour au lendemain. Il est obligé de gérer avec les forces en présence. Et on vous dirait, Pierre, mais d'accord, il s'est appuyé sur une des factions, oui, il parle de régionalisation, de grands blocs. Mais premièrement, on pourrait vous dire, mais quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir, l'espérance de vie du Russe moyen est de 55 ans, le pays était en voie de délabrement et de décomposition. Et objectivement, ce qu'a réussi à faire Vladimir Poutine, de manière spectaculaire, il a remis le pays sur ses pieds. Alors, qu'est-ce qu'on préférerait ? Est-ce qu'on préfère un président russe qui aurait une vision radicale antimondialiste et qui emmènerait son pays vers la ruine, ou alors un président subtil comme lui, qui non seulement redresse le pays, mais dans un rapport dialectique avec les anglo-américains, se sent contraint, parce que là, il y a une véritable dialectique. On a les anglo-américains d'un côté qui poussent, et on a les Russes, qui, depuis longtemps déjà, ne font que s'adapter à une politique impériale anglo-américaine, et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre sinon proposer une alliance supranationale avec ses voisins pour contrer cette espèce de monstre de rouleau compresseur, comme dirait l'autre, qui veut tout écraser sur son passage. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. On vous reproche souvent une analyse peut-être schématique trop rigide. Et pourtant, Pierre, je suis d'une souplesse inouïe. Alors d'abord, il y a comme une chose, c'est que nos ennemis, ils ont peut-être tous les défauts de la Terre, mais ils sont en fait très intelligents. Et déjà un Poutine, un ancien officier du KGB, qui grimpe dans la hiérarchie pour arriver au sommet du pouvoir, il a dû passer des filtres, des étapes. On ne passe pas, pareil, et d'ailleurs c'est vrai pour n'importe quel pays, que ce soit un Macron ou un Obama ou un Trump, on n'arrive pas au sommet du pouvoir où on est d'abord un employé du système, et je pense toujours au fameux feuilleton en anglais, le prisonnier.
Vous avez la fameuse cité où tout le monde a un numéro. Le Obama, le Macron ou le Merkel qui dirige la cité, c'est numéro 2. Et le vrai patron, c'est numéro 1, mais on le voit jamais. Et Patrick McGill, qui est le producteur et acteur qui a le numéro 6, et qui veut, lui, quitter ce monde apparemment parfait, mais en fait ultra surveillé, où il n'y a pas d'enfants. Société sans classe, tout le monde a un numéro. Lui, il veut connaître qui est le numéro 1. Et au 17e et dernier épisode, il découvre que l'Assemblée, d'ailleurs, qui dirige cette cité, ils sont habillés de la même manière, ils ont des activités différentes, mais en fait, ils bougent pareil, ils sont habillés pareil. Donc il y a une uniformité avec une apparente diversité. Eh bien, il découvre à la fin que numéro 1, c'est un singe. Et la première fois où j'ai vu ce feuilleton, j'avais 10 ans. Et je n'ai pas compris. Numéro 1 est un singe. C'est lui le vrai patron de cette société tordue, vraiment malsaine. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué à faire comprendre aux gens aujourd'hui. C'est que Patrick McGill, qui est donc l'auteur de ce feuilleton, je me suis renseigné sur le bonhomme. Il vient d'où? Sa formation. C'était un catholique, mais pas un catholique conciliaire, il avait une solide formation. Et par des méthodes, il a essayé de faire comprendre, faire passer un message. Eh bien, quand il montre que le vrai patron de cette cité atroce, dictatoriale, avec une surveillance de tous les instants, quand il dit que numéro 1 est un singe, c'est pour dire qu'en fait, la base, le chef suprême de cette société dictatoriale, c'est Satan. Et le singe est appelé le singe de Dieu. Donc il n'allait pas mettre un diable avec une fourche et des cornes, c'eût été grossier, malhabile, stupide. Non, il a mis un singe. Et ensuite, il dit indirectement au lecteur ou plus à la personne téléspectateur qui voit le film, eh bien mon bonhomme, un peu de culture politique, historique, religieuse, et cherche à comprendre pourquoi j'ai mis un singe. Et si tu cherches, si tu as un minimum d'intelligence et de curiosité, tu comprendras la philosophie et la spiritualité qui est derrière. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre et qui est extrêmement compliqué aujourd'hui à faire entrer dans les neurones, c'est que le fond, il est biaisé. Et je vais même aller plus loin. La Russie est marquée par une tâche qui est la révolution bolchevique de 1917. Alors là, on entre dans une zone mystique. Oui, mais pardon pour Guérol, mais au moins c'est un point de vue. Après, vous ne serez pas d'accord avec moi, mais j'aime bien la discussion. C'est qu'il y a une marque bolchevique et satanique. Elle ne peut être effacée que par la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. C'est ce qu'elle demande d'ailleurs à Fatima. La consécration par le pape qui doit le faire au nom de tous les évêques. Et alors il y a des consécrations qui ont été faites, mais pas dans les conditions demandées par la Sainte Vierge à Fatima, apparition au Portugal. Au même titre que la Révolution française de 1789 est une marque satanique qui ne peut être effacée que par un désinfectant, qui est la consécration au Sacré-Cœur. Et tant qu'il n'y a pas ça, il ne peut pas avoir une base saine. Et faire comprendre ça aux gens à une époque de matérialisme, de manque de culture religieuse, sans même parler de conviction, de culture, c'est impossible. Donc, pour vous répondre, quand vous dites oui, on vous critique parce que vous êtes manqué de souplesse avec Poutine, mais la base elle est viciée dès le début. Et Poutine, pour avoir pu accéder à ce niveau-là, il présentait déjà des gages. Tout naturellement. Simplement, il y a aussi dans la perversité du système, il faut impérativement des oppositions dans le mondialisme. Des oppositions contrôlées. Qui permettent de jouer façon balle de ping-pong contre les Anglo-Américains et une faction juive qui s'oppose au monde russe avec une autre faction juive. Imaginez la catastrophe pour le système si Poutine avait eu la personnalité d'un François Hollande. Ça aurait été catastrophique parce qu'il n'y avait pas ce côté de résistance. François Hollande, c'est... Bon, donc il fallait un élément dur pour cogner sur les Anglo-Américains. Sur ce point-là, est-ce que je peux oui, bien sûr, demander par rapport à ce qui s'est passé en Ukraine, la guerre civile entre les Juifs. Il est vrai que Père Lazare, le Shabbat de Lubavitch, joue un rôle très important en Russie. J'avais
écrit un article récemment sur les événements en Catalogne, qui sont extrêmement importants. Excellent, j'ai lu l'article. Ah oui, d'accord, merci. Là, le lien entre Beryl Lazare et, je pense, Pujol, j'ai vu une photo quand on regarde le comportement des Russes, moi je le trouvais assez curieux et j'ai regardé en espagnol, en russe, dans plusieurs chaînes, aussi Press TV en Espagne, ils étaient tous pour l'indépendance des Catalogne. Mais il n'y avait pas trop de discussion. Je pense que le préjugé était plutôt pour que contre, en tout cas. Et nous savons tous, c'est un non-sens absolu. Cette Catalogne comme pays, État-nation, n'existe pas, n'a jamais vraiment existé. Bon, bien évidemment, c'est la régionalisation de l'Europe dont vous avez parlé dans votre livre, etc. Mais là, le lien entre la Russie et la Catalogne, c'est quand même curieux. Je me demande si ce n'est pas pour créer une Europe fédérale qui rentre dans ces plans de blocs. Alors, chose très intéressante pour rejoindre vos propos, Poutine a proposé une sorte d'union entre l'Union européenne et l'Eurasie, de Lisbonne à Vladivostok. Alors d'abord, je rappelle que c'est ironiquement exactement le même schéma qu'Océania de George Orwell, Océania, Estasia, Eurasia, exactement pareil. Et cette proposition de Poutine, qu'il a faite plusieurs fois, d'Océania, enfin de Lisbonne à Vladivostok, eh bien, en fait, c'est pas lui qui a lancé le projet le premier. Le premier à l'avoir lancé, c'est Gorbatchev en 1984 à la Chambre des communes britannique, où il a proposé non pas de Lisbonne à Vladivostok, mais il a parlé de la maison commune. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a un fond qui bouge pas. Après, il y a des rivalités d'intérêts politiques, financiers, énergétiques. Là, ils se tirent dans les pattes. Mais en fait, ils ont des objectifs permanents. Non, mais on voit que concrètement, avec la guerre de Syrie, la Russie s'est opposée, contrairement à l'époque Medvedev, parce que il y a aussi des oppositions internes en Russie. Plutôt, oui. Et on voit par exemple, je donne un tout petit exemple très révélateur. Il y avait eu une commande faite par les Iraniens auprès des Russes de S-300. S-300, je crois même S-400. La commande était passée, ça a été signé par Vladimir Poutine quand il était président. Medvedev l'a remplacé à la présidence et c'est Medvedev qui a bloqué la livraison. Et c'est Poutine, lorsqu'il revient au pouvoir à la présidence en 2012, qui réautorise, qui lève le blocage, et finalement ce n'est qu'en 2015 que les missiles ont été livrés à l'Iran. Et lorsqu'on voit concrètement dans la politique, la géopolitique russe au Proche-Orient et tout particulièrement en Russie, les Russes se sont opposés radicalement à la politique israélienne, d'où les voyages incessants de Netanyahou, d'où le fait que le ministre du renseignement israélien se soit rendu il y a quelques mois à Washington en disant que si Vladimir Poutine veut garder Assad au pouvoir, il faut qu'il chasse l'Iran. Et s'il ne le fait pas, nous les chasserons tous, c'est-à-dire à la fois Assad et l'Iran. Donc, c'est vrai que Vladimir Poutine, objectivement, au niveau de sa diplomatie, est tout à fait favorable à l'État d'Israël. Je veux dire, il est au niveau de la diplomatie. Mais sur le terrain, et là on le voit en Russie, il s'oppose à Israël pour une raison simple. Si la Syrie tombe, c'est les Russes qui sont les prochains sur la liste. Donc, à mon avis, Vladimir Poutine doit être conscient de cela. Et s'il est suffisamment intelligent, et je pense qu'il est supérieurement intelligent, il a compris que la politique israélienne visait in fine à la destruction de la Russie, puisqu'il a refusé le deal proposé par Kissinger en 2008 et en 2012. Il proposait d'intégrer la Russie dans le système international à condition que la Russie lâche ses alliés au Proche-Orient. Et si Vladimir Poutine était tombé dans le piège, s'il avait lâché ses alliés au Proche-Orient, la Syrie serait tombée, l'Iran serait isolé et les Russes auraient été les prochains sur la liste. Je pense que je suis tout à fait d'accord. Je pense que même si Poutine, il est entouré par Khabadlovitch, etc., et même si il est dans le projet mondialiste, si on s'opposait
à ce projet mondialiste, il n'y aurait peut-être pas autre voie que la voie de la Russie actuelle. C'est-à-dire, vous êtes entouré, ils ont le pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, c'est ça. Et là, il faut être malin, il faut être verrouillé dans ce cas-là. Oui, c'est-à-dire que alors je vais prendre Moi, dans ce cas-là, moi je prends mes billes et j'ai pas envie de me fourvoyer parce qu'entre la peste et le choléra. Oui, mais vous n'êtes pas la tête de la Russie, Pierre Hillard. Non, mais vous pouvez faire ce choix. Et ce serait pareil pour la France. Oui. Alors pour conclure, en effet, nous sommes à la croisée des chemins. Oui. Nous sommes entraînés dans un processus historique de longue durée qui ne peut visiblement pas se régler si facilement, puisque, comme je l'ai dit, il y a des intrications de longue date, et nous sommes tombés, nous les nations, dans un piège historique. Une autre branche et eschatologique. Nous verrons comment ça se passe, mais nous, avec nos faibles moyens, tout ce que nous pouvons faire, c'est informer, décrypter, écrire des ouvrages. Former. Vous pouvez trouver les ouvrages de Pierre Hillard, notamment sur contre-culture, votre atlas. Retour aux sources, et il est réimprimé, il sort vers la mi-novembre. Mais vous pouvez donc aller sur Retour aux sources pour déjà l'avoir en précommande et en moins cher. Donc vous voyez, même le côté moins cher, c'est... Bref, moi j'ai rien dit. Il ne faut pas négliger la dimension commerciale, même bien sûr. Parce qu'on travaille dur. J'ajoute, mon site internet c'est www.garolecoleman.org. Je sais que c'est peut-être pas trop facile à suivre ça. En tout cas, vous allez trouver le site. Voilà, vous avez bien reçu le message. Quant à moi, vous pouvez trouver aussi mes ouvrages sur contre-culture, Occident, Islam, source et genèse messianique du sionisme, et notamment mon dernier ouvrage, La mystique de la laïcité, sur la religion de la République française. Voilà, l'émission est terminée. Je vous dis au mois prochain et portez-vous bien. À bientôt. Merci Pierre Hillard d'être venu. Merci Guérin. Bonsoir. We have before us the opportunity to forge a new world order. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Am Israël Chai. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète et qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.